Hola les choupettes et choupetos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière car c'est le premier numéro d'Histoire flippante et make-up. Je suis nerveuse mais excitée à la fois. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, je me lance le défi de vous raconter à travers différentes histoires, celles qui m'ont le plus marqué, tout en me make-upant la tronche. Ça fait quelques années maintenant que je regarde bon nombre de documentaires, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime, anciennement à la télévision française. Vous savez, Faites entrer l'accusé, Chronique criminelle, Non élucidé, Enquête impossible, avec Monsieur Pierre Bellemare, l'on ne présente plus. J'avais envie un petit peu d'apporter des nouvelles choses sur la chaîne. Je souhaite me lancer à ma façon, vous présenter ce premier numéro à ma façon également. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va démarrer cette série avec l'histoire des frères Menendez, que ce soit à travers la série ou le documentaire. Donc la série dont on va parler est sortie au mois de septembre sur Netflix et le documentaire très récemment au cours de cette semaine, à savoir le lundi 7 octobre. Bien évidemment, j'ai regardé les deux, mais je dois bien avouer que c'est la série qui m'a fait replonger dans cette affaire que je connaissais déjà auparavant. Ça m'a donné une nouvelle vision des frères Menendez et de leur histoire. On va en parler de suite. Donc, tout en parlant de cette affaire, bien évidemment, je vais me maquiller la tronche avec quelques produits. J'ai fait mon teint auparavant car c'est le premier numéro. Je tâtonne encore, mais j'espère par la suite pouvoir faire full face tout en vous parlant de différentes histoires. Mais aujourd'hui, je vais faire les yeux et les lèvres en votre compagnie. Sachez que je ne vais pas faire de temps d'arrêt pour expliquer ce que je fais ou ce que j'utilise. Mais pour vous, pour les amoureuses et amoureux du make-up, je vais utiliser la palette Krypten Cosmetics, la Burn Forest. Et pour les lèvres, j'aviserai au moment venu. Tout ce que j'ai utilisé au préalable sur mon visage sera en barre de description. Et si vous vous interrogez sur quoi que ce soit et que ce n'est pas mentionné, n'hésitez pas à venir vers moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, on va commencer parce que sinon, je vais encore recommencer cette intro encore et encore et encore. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous synthétiser les faits les plus connus sur cette affaire. L'affaire des frères Menendez. Alors, les frères Menendez, Joseph Lyle Menendez, qui est né le 17 janvier 1968, et Eric Gaden Menendez, qui lui est né le 27 novembre 1970, sont connus pour le double assassinat de leurs parents. Je souris, mais c'est pas marrant. Sont tristement connus pour le double assassinat de leurs parents, José et Marie-Louise Menendez, dans leur villa à Beverly Hills le 20 août 1989. Il y a eu deux procès très médiatisés, surtout le premier, on va pas se mentir, car c'est le premier procès qui était filmé et retransmis à la télévision américaine. Le premier procès, il s'est soldé par une annulation, un non-lieu, parce que le jury n'a pas pu se mettre d'accord à l'unanimité. Et le second procès était un petit peu moins médiatisé, et surtout il est survenu après le procès d'O.J. Simpson, qui lui avait été acquitté. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a eu quand même une colère vis-à-vis de ça, en se disant que les plus riches, finalement, à chaque fois, s'en tiraient à bon compte. Donc, très peu de temps après, le deuxième procès a eu lieu et vous connaissez le verdict final. Ils ont été condamnés à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour l'accusation, le procureur à l'époque, il n'y avait aucun doute sur le mobile du crime, du parricide. La fortune de José et Marie-Louise Menendez était la cause principale du parricide. J'ai lu que la fortune s'estimait à 15 millions de dollars au moment des faits. Dans les années 60, José Enrique Menendez, qui est cubain et issu de bases de milieux aisés, favorisés, est envoyé aux États-Unis par ses parents pour échapper au régime dictatorial en cours mené par Fidel Castro. Fils de vedette sportive, José s'illustre à son tour dans le domaine du sport et grâce à cela, il obtient une bourse d'études à l'Université du Sud de l'Illinois à Carbondale en natation. Il abandonne finalement son début de carrière sportive pour se marier avec Marie-Louise Henderson, connue comme Kitty, qu'il rejoint à New York. José se reconvertit après un diplôme en comptabilité et réussit une brillante ascension professionnelle et part s'installer à Princeton dans le New Jersey avec toute la petite famille, où Lyle et Eric grandissent à leur tour dans un milieu aisé. Poussés par leur père, ces deux derniers deviennent d'excellents joueurs de tennis et de football.
Suite à un conflit professionnel avec un membre de la RCA Records en 1986, José Menendez fait quitter la côte Est à sa famille pour Los Angeles où il contribue au redressement d'International Video Entertainment, un distributeur de vidéos en quelques années. Installé à Calabasas, bien plus tard, les Menendez se font remarquer pour les frasques des deux fils impliqués dans un cambriolage et un vol qualifié. La famille Menendez déménage à nouveau pour Beverly Hills dans une maison de luxe de style espagnol, autrefois louée par Elton John et Prince avec piscine et terrain de tennis afin que les enfants puissent perfectionner leur jeu. Pour rappel, l'assassinat de José et Marie-Louise Menendez, dit Kitty, a eu lieu dans la soirée du 20 août 1989 dans le salon de leur villa à Beverly Hills. Du point de vue initial de la police, deux individus se seraient introduits aux alentours de 22 h, tirés à de multiples reprises sur le couple. Le père de famille est d'abord touché au niveau de la tête, puis vint le tour de Kitty, qui elle-même a été touchée à multiples reprises. C'est pour ça qu'on va revenir là-dessus par la suite, mais ce sont des éléments très importants. Le fait qu'il y ait énormément de balles qui aient été tirées à ce moment-là. Aucune trace d'effraction ni de cambriolage n'a été notée. Aucun témoin visuel, uniquement témoin auditif. Ce sont les voisins aux alentours qui auraient entendu les cris et aussi les coups de feu. Donc autour de 23 h, 23 h 30, la police aurait reçu un appel de l'un des enfants Menendez, Lyle, hystérique au téléphone, indiquant avoir trouvé au retour d'une soirée en ville les cadavres de leurs parents. D'après les premiers éléments sur place, la police a pensé dans un premier temps qu'il s'agissait d'un crime organisé. C'était une scène d'une telle horreur que pour eux c'était digne de professionnels dans un premier temps, au tout début. C'est pour ça qu'il n'y a aucune vérification qui ont été effectuées sur les enfants Menendez, Lyle et Eric. Pourquoi ? Parce que c'était une scène tellement abominable, ils n'ont pas suspecté dans un premier temps Lyle et Eric. Et en plus, ils étaient dans un tel état. Eric était en pleurs, recroquevillé à l'extérieur. Lyle, il était abasourdi, toujours un peu dans cette hystérie qu'il avait laissé apparaître lors de l'appel à la police. Ils n'ont pas été suspectés. Et en plus, il n'y a eu aucune vérification des résidus de poudre qui ont été faits sur eux également. Et si ça avait été fait, l'affaire aurait été bouclée assez rapidement. Plus rapidement qu'elle ne l'a été. En plus, ils n'ont pas non plus peaufiné leur alibi de folie, ils ont simplement dit qu'ils étaient au cinéma. Ça n'a pas été plus vérifié que ça dans les premiers temps. J'ai regardé la série d'une traite parce que, connaissant l'affaire, j'avais envie de voir un petit peu le point de vue de la série parce qu'il ne faut pas oublier, je pense que je vais le répéter assez souvent au cours de la vidéo, mais c'est une série inspirée des faits. Donc, ils l'ont quand même adapté à leur sauce. Et ça s'est vu. On va revenir sur différents points. Donc le 20 septembre, la série Netflix est sortie. Et je dois bien avouer que les acteurs ont été extrêmement bien choisis. Ça, on ne peut pas le retirer. Ils sont formidables dedans. Jeu d'acteur puissance 1000. Donc il y a Javier Bardem et Chloé Sevigny qui jouent le rôle des parents à la perfection, ainsi que Cooper Koch, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et Nicolas Alexander Chavez dans le rôle d'Eric et Lyle Menendez. À plusieurs reprises, j'ai dû me sermonner. N'oublie pas que c'est une série inspirée des faits, inspirée de ce qui s'est réellement passé. On va pas se mentir, il y a eu quelques ajustements avec la réalité. Voilà. Après, c'est le parti pris d'une série, et malgré l'angle pris par la série, je dois dire que j'ai eu plus de compassion en regardant la série car je connaissais les faits un peu imaginés, les faits pas faux mais inventés on va dire, ce qui fait que ça m'a donné plus de compassion maintenant que j'en ai eu à l'époque quand j'ai regardé les premiers documentaires sur l'affaire. J'ai dû regarder les premiers true crime, les premiers documentaires sur cette affaire en 2019, 2020, maximum 2021. Donc c'est pour ça que c'était quand même frais dans mon esprit. On va pas se mentir. Et qu'en plus, il y a eu des éléments au fil des années, surtout ces dernières années, qui se sont rajoutés. Il y a eu des révélations. Ce qui m'a le plus marqué, on va dire, dans cette série, c'est que les abus, les maltraitances subies par Eric et Lyle ont été quand même minimisés, voire moqués. Ça a été détourné de telle façon qu'il laissait à penser certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a même une scène, je crois que c'est Lyle,
je crois que c'est Lyle, le plus grand, qui raconte une anecdote, pleurer, se mettre dans un état vraiment pas possible, sécher ses larmes et dire à l'avocat, maintenant vous voyez que je peux pleurer sur commande. Ça laisse à penser que tout ce qui a été dit était inventé de toutes pièces par Lyle et Eric Menendez. Alors que, de nos jours, on sait de façon quasi certaine que ça a dû avoir lieu quand même. Mais je pense que vu l'atrocité du crime, c'est pas pour les sous que les parents ils ont pris 15 balles dans leur tronche. Hein. Non, avec tout le respect que je leur dois, je pense que... Non. Donc si on a suivi l'affaire et ses updates, on sait très bien que José Menendez, paix à son âme, n'était pas un saint hein, non plus. Qu'il était très dur avec ses enfants. Est-ce que ça méritait ce crime? Non, forcément, y a plein d'enfants qui sont maltraités et qui finissent pas par tuer leurs parents pour autant. Il y a aussi un élément qui m'a sauté aux yeux. On regarde ça avec les yeux de 2024. C'est pas du tout la même époque. C'est pas du tout le même rapport. Que ce soit au niveau de la police, des médias, des gens en général, des gens lambda. C'est pas le même rapport que l'on a avec les abus et les maltraitances sur mineurs. Surtout vis-à-vis des hommes. De nos jours, que ce soit homme ou femme, fille ou garçon, la parole est un petit peu plus libérée et on en croit plus facilement, justement, les enfants se disant victimes d'abus. Tandis qu'à l'époque, surtout les garçons, parents, déjà aujourd'hui, je trouve que c'est, même pour une personne que ce soit mineure ou majeure, c'est pas simple de libérer sa parole. Alors à l'époque, des années 70-80 là, mais non, oubliez. Ce qui m'a moins enchanté, que l'on croit ou que l'on croit pas, on sait l'atrocité du crime, mais Ryan Murphy a quand même fait passer les Menendez pour des mythos. Et c'est là où j'ai eu de la compassion, parce que les faits à ce jour, que ce soit de par les cousins, même la famille des Menendez, que c'était pas si inenvisageable que ça, et que tout ça a bien eu lieu. Réduire leur traumatisme à néant et laisser entendre que c'est vraiment par cupidité, par avidité que les parents ont été tués, surtout vu la façon dont ils étaient tués, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, la série quand même, malgré tout, même en connaissant les faits, je dois dire qu'elle était bien fichue. Et comme je vous dis, même si c'est bien indiqué que c'est inspiré de faits réels et que vraiment ils ont pris des libertés, il faut pas oublier que derrière ça, il y a eu un drame qui s'est réellement déroulé. On peut vite l'oublier, mais non. C'est pas oubliable si facilement. Il y a eu des insinuations dans la série qui étaient un peu dérangeantes, comme l'inceste entre les frères. Ça n'a jamais été prouvé. On sait que Lyle a abusé d'Eric, parce qu'il le dit même au tribunal. Dans la réalité, il a abusé de son frère. Mais bon, ça aussi, imaginez qu'il y ait eu une relation. C'est à cause de ça que la mère également a été tuée, parce qu'elle les aurait surpris, machin. C'était un peu tordu, quoi, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis. Hein, c'était pas obligatoire d'insinuer ça. Sachant que Lyle et Eric Menendez sont toujours vivants. Donc, c'est dérangeant. Et je trouve qu'il en va de même pour les sous-entendus sur la jeunesse de José Menendez. Vous savez, c'est le père. Pour rappel, on insinue dans la série que sa mère aurait abusé de lui étant enfant. D'où un schéma de répétition lors de sa vie d'adulte sur ses propres enfants. Au risque de me répéter, même s'il s'agit d'une série... ça met mal à l'aise parce que on parle d'une personne qui est décédée. Inventer des éléments aussi graves sur une personne décédée qui n'ont pas été prouvés surtout, ça met mal à l'aise. Il y a aussi la façon dont ils ont ridiculisé le fait que les frères Menendez avaient tué leurs parents en arguant la légitime défense. Ils ont fait passer ça pour un mensonge dans la série. Bon, après, soit, hein, comme je vous ai dit, c'est un angle comme un autre. Donc, même si en réalité, c'est vrai que le jury, il a rejeté cet argument, faut tout de même se rappeler qu'il y a des éléments probants, dont une lettre, justement, qui est apparue, bon, des années après, certes, mais elle est apparue quand même. Celle-ci avait été écrite par Eric Menendez, envoyée à son cousin, justement, 1 an avant le parricide, en exprimant sa crainte face à son père. C'est vrai que cette preuve, elle aurait pu changer le cours du procès. Ça n'a pas été le cas, bien évidemment. Mais pour revenir à la série Netflix, pour moi, de mon point de vue, elle a été construite de manière à ne pas prendre en compte les sentiments d'Eric Lyle Menendez. Ce n'est que mon avis, hein. Pas en profondeur. C'est resté en surface, ce sont des petits gosses de riches. L'objectif était de mener la grande vie, de toucher l'héritage, de continuer à dépenser des milliers et des cents. En plus, ce qui était marrant, c'est que le procureur, il a mis en exemple tout l'argent dépensé dans un laps de temps par Eric et Lyle Menendez, après la mort justement des parents, alors qu'on sait de sources sûres que ce qu'ils ont dépensé, certes, c'était un petit peu démesuré, mais pas plus qu'avant la mort des parents. Ça veut dire qu'ils avaient déjà un train de vie très élevé et ils dépensaient à tort et à travers.
C'est peut-être aussi pour ça que José et Marie-Louise Menendez en avaient ras le pompon de leur offrir toutes ces possibilités sans avoir un retour positif. Parce que faut pas oublier qu'Eric et Lyle, ils ont fait voilà les bêtises, cambrioler les voisins. Lyle, il a triché à Princeton, ce qui lui a valu le fait d'être suspendu pendant 1 an. Enfin, vous voyez tout ça cumulé, on donne la possibilité, on donne les moyens à ces enfants de réussir. Et eux, vu qu'ils ont tout eu, ils n'ont pas eu à se battre, voilà comment ils dilapident un petit peu leur héritage avant l'heure. Pour moi, c'était pas vraiment un argument valable dans le sens où ils dépensaient tout autant avant de commettre ce crime atroce qu'après. Voilà. C'est une série, on peut y montrer l'angle que l'on veut, mais pour autant, pour moi, il ne fallait pas occulter des éléments qui pouvaient changer radicalement l'histoire. Monstre ou pas, quoi qu'on en pense, il y a des éléments sur les abus qui ont été prouvés. Et je trouve que c'est pas faire preuve de respect que de tourner ça en ridicule dans la série. Mais ça, encore une fois, je vous dis, ce n'est que mon avis. Surtout qu'ayant déjà regardé le documentaire Netflix qui est sorti le 7 octobre, tu te dis qu'il y a quand même de sacrées libertés qui ont été prises dans la série. Et ce n'était pas interdit, voilà, encore heureux. Mais ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que l'époque était clairement différente. J'en ai déjà parlé avant, mais je le répète. Je m'explique parce que la majorité des gens, à l'époque, pour eux, c'était inconcevable qu'un homme tel que José Menendez puisse agir de la sorte avec ses enfants. Je parle du grand public, les médias, un homme d'affaires accompli, ayant du succès, riche. Certes, il peut être dur avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a réussi seul, il s'est fait seul. Mais pour eux, qu'il puisse agir de la manière décrite par ses enfants, surtout sur les abus en dessous de la ceinture là, pour eux, inenvisageable. Et ça, c'est simplement du fait qu'ils fassent partie d'un milieu aisé. Pour eux, ça n'existait pas milieu aisé et ce genre d'atrocité, abus fait sur les enfants. Non, ça allait pas ensemble. Et avec toutes les histoires de stars, de milieux ou de gens un petit peu aisés, riches, inconnus au bataillon, mais qui sont quand même riches, on peut dire qu'il y a autant de fêlés dans les milieux aisés que dans les classes moyennes ou pauvres. Faut arrêter à un moment donné. Et ce qui était aussi très intéressant de voir, que j'avais pas noté forcément à l'époque, c'est que le second procès était mais clairement pas équitable du tout. Du tout. Car tous les témoignages de la famille, des amis, des proches, ils ont été exclus sous prétexte que la défense ne pouvait même pas mettre en avant le fait que les abus sexuels aient lieu. Alors même qu'il y avait des éléments le prouvant déjà à l'époque. C'est fou. Tout ça à cause de l'ego d'un juge qui a été malmené par les médias. Il s'est dit, vous savez quoi? D'ailleurs, je comprends même pas que ce soit le même juge qui ait pu juger l'affaire. Normalement, ça aurait dû être un autre juge. Non, là, lui s'est dit, je tiens ma revanche. Il a exclu, selon son bon vouloir, des témoignages, des éléments. Donc le juge qui manque d'objectivité, par conséquent le jury qui voit qu'un seul angle, il a vu que l'angle de l'accusation, il n'a pas vu l'angle de la défense, forcément. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a plein d'éléments qui sont omis, ils peuvent se fier à une seule position, qu'à un seul angle, et ils se disent, bah forcément, ces petits-là, ce sont des monstres. Et en plus, on voit bien dans les images d'archives que Lyle et Eric, ils attendaient que ça se termine, que ça passe, quoi. On voyait qu'il n'y avait plus d'espoir, tout simplement. Et même l'un des jurés du premier procès l'a bien dit, ce procès a été remporté car il a été orchestré pour atteindre ce verdict. Alors, tout est dit. En tout cas, quand on regarde la série, on voit bien qu'elle a été conçue pour divertir à travers un drame réel. Voilà. On va pas se mentir. C'est tout à fait ça. Quand tu regardes le documentaire dans la foulée, que tu entends les témoignages, que ce soit de la famille, de la cousine, de la sœur de Marie-Louise Menendez, qui est la mère donc de Lyle et Eric, d'Eric et Lyle Menendez également, tu sais que tout n'est pas noir ou blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement, les mentalités ont évolué. Pas toujours, mais la plupart du temps. On est souvent en régression sur certains sujets, mais sur d'autres, il y a quand même de l'évolution. Notamment sur les abus sexuels sur mineurs, que ce soit filles ou garçons. Attention, quand je dis ça, je minimise en rien ce que Lyle et Eric ont fait subir à leurs parents. Mais pour autant, ça aide à comprendre comment ils en sont arrivés à ce point de se dire qu'ils n'ont pas d'autre solution que de commettre cet acte vraiment, waouh. J'ai même pas les mots.
justement grâce aux mentalités qui ont évolué, à cette société qui est également dans l'évolution, Lyle et Eric ont demandé en mai 2023 que les charges retenues contre eux soient annulées. Bon, si c'est ce que je comprends, annuler les charges, ça me paraît fort de café, mais peut-être réviser le procès parce qu'il y a des éléments qui ont été mis en lumière dernièrement, enfin ces dernières années, qui leur valent quand même le justificatif de légitime défense, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que la décision du procureur est toujours en attente. Va-t-on avoir une suite de cette affaire? Peut-être. En attendant, Eric et Lyle sont âgés aujourd'hui d'une 50aine d'années et sont réunis dans la même prison depuis avril 2018, après 29 ans de séparation. Ça aussi, le juge, égo surdimensionné, je sais pas si c'est vraiment lui qui a appuyé ça, mais je sais que l'accusation, le procureur, a fait en sorte qu'ils soient séparés. Je pense que c'était pas vraiment utile, hein, voilà quoi. Mais bon, c'est fait, c'est plus à faire. Au moins, actuellement, ils sont ensemble. On va voir ce que le procureur de nos jours va décider. Je sais que Lyle et Eric sont mariés. Ils se sont mariés en prison. Eric s'est marié d'ailleurs avec Tammy, la dame avec laquelle il correspondait. La dame avec laquelle il a eu une longue correspondance pendant des années. Au cours de l'année 99, Eric a épousé Tammy au sein de la prison. Ça s'est passé au parloir. Voilà, le premier numéro d'Histoire flippante et make-up s'achève. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre le mot espoir en commentaire pour me faire savoir que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à me dire également si vous connaissiez cette affaire avant la série Netflix. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder la série Netflix, le documentaire? Je veux tout savoir. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos ressentis, ce que vous pensez, que ce soit du documentaire ou de la série ou de l'affaire en général, parce que vous avez assez d'éléments pour vous faire un petit peu une idée. Après, c'est vrai que je viens biaiser le tout avec mon avis, mais n'hésitez pas à me dire ça, ça m'intéresse. Sinon, pour me montrer vos encouragements, n'hésitez pas à liker, à partager cette HFM si cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et en plus, comme je vous ai dit, ça va m'encourager pour les prochains HFM. Prenez bien soin de vous et de vos proches. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.